ce que Isabelle Ferreras nous a exposé jeudi de la semaine dernière. Et pour ceux qui étaient là, on se rappelle bien que finalement, le fin fond de la proposition d'Isabelle, c'était à partir du constat que finalement l'entreprise, c'est une organisation politique, mais que cette organisation politique, d'une certaine manière, est voilée. Elle est voilée par un rapport de force. Et donc, il faut réinstaurer l'espace politique dans l'entreprise. D'où la proposition institutionnelle du bicaméralisme. D'une certaine manière, je vais suivre la même démarche, mais c'est d'une certaine manière. Qui n'a pas le sentiment, en cette période, qu'il y a effectivement un réel problème dans le fonctionnement de notre système démocratique? On voit d'ailleurs pour le moment tous les jours des colloques, des conférences. Il y a une sorte d'exubérance pour le moment de discussion autour de cette problématique du fonctionnement de la démocratie et, en partie, puisque c'est celle que nous connaissons, de la démocratie représentative électorale. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'abord, après une brève introduction pour bien situer le problème, je dirais, de manière conceptuelle. Dans une première partie, je vais analyser, ça commence, je vais analyser cette crise de la démocratie représentative libérale. Dans une seconde partie, je vais esquisser, dans des traits assez généraux, ce que pourrait être une réforme de notre système démocratique. Et alors, dans une troisième partie, je vais essayer d'appliquer le modèle de la seconde partie aux institutions européennes, parce que je crois qu'il est inutile de vous le dire, la crise de la démocratie, elle se ressent en particulier dans le cadre du fonctionnement de l'Union européenne. Nous vivons une période de paradoxe. Hein. Ce paradoxe, à propos de la démocratie, ce paradoxe, c'est d'une certaine manière que tout le monde maintenant se réclame de la valeur démocratique. Qui oserait dire dans nos sociétés que dans le fond, on n'est pas démocrate? Il y a une sorte de consensus en partie formel, nous allons le voir, de tout le monde. Il faut être démocrate, c'est une valeur universelle fondamentale. Et au même moment, il y a, comme je l'évoquais déjà, cette critique croissante, lancinante et de plus en plus répandue de ce que finalement ces démocraties, en tout cas, ne répondent pas aux attentes, ça c'est la version, je dirais, douce de la critique, mais beaucoup plus fondamentalement, cette démocratie est entachée de vices fondamentaux qui fait qu'elle ne fonctionne plus. Ça, c'est ce que j'appelle le paradoxe de l'Occident. Vous voyez, j'ai déjà oublié de... Voilà. Alors, à partir de cette constatation, je ne vous cache pas, moi je suis un économiste. De quel droit je m'aventure sur ce terrain? C'est uniquement parce que, Isabelle a rappelé, je suis convaincu que l'articulation entre la dynamique institutionnelle, politique et le fonctionnement de l'économie est une problématique fondamentale pour nos sociétés. Mais, allez, un petit aveu personnel, avant d'étudier l'économie, j'ai fait la philosophie. Et donc, en réfléchissant à cette espèce de paradoxe et en essayant d'en trouver les racines, je me suis rappelé un texte qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, de Paul Ricoeur, qui insistait sur ce qu'il appelait le paradoxe du politique. Alors, le politique, c'est quoi? C'est d'abord, à la base, une volonté d'individus de vivre ensemble, de trouver les manières de coexister pacifiquement, de s'entraider, de développer des mécanismes de solidarité collective, etc., etc.
Mais, nous dit Ricoeur, au même moment, et je dirais de manière intrinsèque, toute organisation de société autour de cette volonté commune de vivre ensemble requiert une structure d'autorité. Et cette structure d'autorité, elle a évidemment l'inévitable défaut, j'insiste, l'inévitable défaut, c'est que d'une certaine manière, elle introduit dans cette volonté de vivre ensemble une autre structure qui est une structure de l'arbitraire, qui est une structure du politique au sens où on introduit effectivement un mécanisme de dépossession de la volonté de l'individu et du sentiment que l'individu a de vouloir contrôler ensemble son destin et son devenir collectif. Et donc, toujours en suivant Ricoeur, on pourrait un tout petit peu formaliser la chose en disant, dans le fond, dans une société démocratique, il y a toujours deux axes. Cet axe horizontal qui est effectivement le partage de valeurs communes pour vivre ensemble et d'en dégager les normes, les institutions qui sont adéquates pour rendre ce vivre ensemble possible et stable. Et d'un autre côté, il y a cette logique verticale qui est un lien, une structure d'autorité, et les deux doivent coexister. Et Ricoeur nous dit, c'est justement cette tension entre les deux qui est, je dirais, la tension démocratique, qui à la fois est une recherche commune d'efficacité, et ce sera à la limite le rôle prépondérant de la structure d'autorité, mais pas uniquement, et aussi le rôle de recherche d'égalité, parce que à la base même de l'idée démocratique, reste toujours quand même cette idée d'égalité entre les individus. Alors, cela pose deux questions. Ces deux liens, vertical comme horizontal, comment les concrétiser, comment en dégager les formes institutionnelles possibles? Et deuxièmement, si effectivement la démocratie, c'est cette tension entre ces deux liens, bon, excusez-moi, je suis trop blessé parce que je crois que c'était mon téléphone, mais grâce à Dieu, c'est le téléphone de quelqu'un d'autre qui se trouve d'ailleurs dans le manteau là-bas. Donc, si la démocratie, c'est bien finalement cette tension, ah oui, ça c'est la technologie, on en parlera dans 5 minutes, cette tension entre les deux, la question donc, c'est de savoir comment faire coexister alors les institutions appropriées qui expriment le lien vertical comme le lien horizontal. Donc il y a deux logiques du politique. Cette logique verticale, c'est dans le fond celle qui, en dernière instance, veut arbitrer. Et arbitrer quoi? Les intérêts divergents, conflictuels, qui d'une certaine manière, sont la part même. Allez-y tous comme ça. Non, il n'y a pas de problème. La part même de la vie sociale, et d'autre part, ce lien horizontal, c'est-à-dire celui qui va d'une certaine manière reposer sur la confrontation et la coexistence de nos convictions, c'est-à-dire des valeurs qui nous permettent justement de vivre ensemble tout en étant des êtres séparés ayant leurs convictions propres. Et l'articulation des deux, on pourrait dire dans la logique de Ricoeur et d'Hannah Arendt d'ailleurs, c'est là que se fonde l'idée d'une vraie citoyenneté, d'une société citoyenne. Alors il y a deux formes possibles. La première, on peut l'appeler la démocratie représentative, ou du moins c'est comme ça que je l'appelle, des mandats. C'est-à-dire c'est
le processus par lequel l'expression, j'aime pas le terme, mais je n'en trouve pas d'autre pour le moment, l'expression de la volonté populaire se fait par l'attribution de mandats à des personnes qu'on a décidé de choisir. Et l'autre démocratie serait plutôt une démocratie toujours représentative, comme la première élection, on en parlera, c'est celle d'une démocratie représentative, mais de participation, de proximité. Et tout le propos de mon exposé sera dit l'une et l'autre sont nécessaires. La seconde n'est pas, merci Isabelle, l'une et l'autre sont nécessaires. Il ne faut pas croire que l'une puisse être un substitut de l'autre. Alors, nous allons d'abord examiner la nature réelle de la démocratie représentative électorale et d'abord de se demander finalement quels sont ses principes de base. Simple, nous le savons bien, donc je vais aller vite, suffrage universel, ce qui a quand même une importance au sens qu'il y a une égalité de droits entre les individus d'exprimer une volonté politique, des élections. Alors là, je commence évidemment à être un peu, comment dirais-je, avoir une sorte d'interprétation un peu inhabituelle. Les élections, je les qualifie finalement d'attribution de mandat à une oligarchie. À une oligarchie. Donc il y a une sorte de processus de séparation qui s'opère au travers du processus électoral. Et enfin, la constitution de l'Assemblée des oligarques, c'est-à-dire le Parlement. Et ce Parlement investit un exécutif, le gouvernement, qu'on pourrait à la limite appeler, et je le fais volontairement de manière un peu provocatrice, le roi. L'exécutif, c'est le roi. C'est lui qui, d'une certaine manière, à la fois domine l'ensemble de la vie sociale, sous l'apparence d'une mise en œuvre des décisions qui sont prises par l'Assemblée des oligarques. Ah. Il s'est passé quelque chose avec la machine. Ah bon, d'accord. Qui fait que ça ne ressemble pas exactement à ce que j'ai ici, mais ça ne fait rien. Pourquoi cette photo? C'était un petit peu, si vous voulez, pour imager cette idée, pour la rendre un peu plus concrète, la solitude de l'électeur. Parce que dans la démocratie électorale, il y a quand même quelque chose de très particulier. Bien sûr, nous sommes égaux entre nous. Chaque individu, un vote. Nous vivons dans la vie sociale, nous sommes membres d'organisations, nous sommes, je dirais, imbriqués dans la vie de la société. Mais le moment de l'élection est tout de même, d'une certaine manière, un moment de face à face, de solitude, je dirais. Et alors, j'aimais bien cette photo parce qu'elle montre ces deux personnes là dans leur isoloir, je dirais temporairement, pour la minute de l'élection, hors de tout, mais avec tout ce qu'elle charrie en elle-même. La démocratie représentative libérale est donc une articulation entre une volonté populaire, l'électorat qui s'exprime par un vote individuel, mais cet électorat lui-même est dans le fond structuré, c'est la grosse bulle verte qui est en dessous, est structuré par le monde politique, les organisations politiques, c'est-à-dire les partis. Attendez, j'essaye de voir les deux écrans à la fois, ce qui n'est pas facile, d'autant plus que j'ai perdu ma flèche. La voilà, je l'ai retrouvée, nous y sommes. Cette démocratie libérale, donc, est d'une part un électorat basé sur des volontés individuelles, mais structuré par des effets externes qui sont
l'organisation politique, les partis politiques, leurs programmes, etc. Il y a les élus, les mandatés, les oligarques, et enfin les oligarques eux-mêmes délèguent, créent, si vous voulez, la souveraineté du roi, c'est-à-dire l'exécutif. Alors il y a ces deux relations, cette relation entre l'électorat et les mandatés, les oligarques, est d'abord marquée par une sorte de ce que nous appelons économistes, l'aléa moral. L'aléa moral, c'est quoi? C'est de dire, j'investis quelqu'un. Et ça peut être l'investissement, je dirais, dans une personne au travers d'un mécanisme électoral, mais de manière plus générale. J'investis quelqu'un en passant, par exemple, un contrat avec lui qui lui permet, je dirais, d'exercer un certain nombre d'activités. Donc, il y a cette notion de on investit dans la personne qu'on mandate. Mais qu'est-ce qu'elle va faire après? Une fois que ce mandat est attribué, s'opère tout de suite une sorte, effectivement, de séparation. Il n'y a plus de, comment dirais-je, d'interpénétration entre le mandaté et le mandant. Le mandaté devient l'oligarque. Et ce aléa moral, c'est tout simplement de dire que quand j'ai mandaté quelqu'un, à la limite, rien ne me garantit qu'il va exercer le mandat dans le sens que je souhaite lui donner. C'est ce qu'on appelle donc l'aléa moral. En fait, on peut être à la limite roulé. Alors bien sûr, il y a la sanction électorale suivante, mais nous en parlerons bien dans quelques minutes. Et il y a une deuxième caractéristique, cette fois-ci, entre la relation des mandatés et du souverain. Cette deuxième caractéristique, c'est tout simplement une asymétrie. Une asymétrie au sens, excusez-moi, au sens où on parle, nous économistes, de l'asymétrie, par exemple, entre le patron et l'ouvrier. Le patron a certes une relation de hiérarchie et donc de pouvoir vis-à-vis de l'ouvrier, mais d'une certaine manière, il ne sait quand même pas contrôler tout à fait l'activité de l'ouvrier. Il ne sait pas voir, malgré tous les mécanismes de contrôle qu'il va inventer, il ne sait pas voir tout ce que l'ouvrier fait. L'ouvrier lui échappe en partie. Et nous, économistes, on appelle ça une asymétrie d'information. D'une certaine manière, il ne peut pas acquérir l'information. Excusez-moi. L'information adéquate pour pouvoir exercer un contrôle total sur l'ouvrier. Eh bien, il y a, d'une certaine manière, une asymétrie d'information entre les élus, les mandatés, et le suzerain. Et c'est bien pour ça qu'il est roi. Et suzerain, qui est le gouvernement, c'est que finalement, les élus, les mandatés, ils ne savent pas contrôler tout à fait ce que l'exécutif fait. Il y a une vraie asymétrie d'information, au sens où la logique interne de l'exécutif et ce qu'elle produit échappe en partie au mandaté. Alors, sur quoi se fonderait cette crise de la démocratie représentative électorale? Mon Dieu. D'abord, est-ce que c'est une crise de la démocratie représentative? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Nous ressentons tous l'évidente nécessité de procéder d'une manière ou d'une autre à une délégation à ceux qui vont devoir, entre guillemets, gérer la société. Nous le sentons bien. Mais est-ce que le processus électoral est celui qui est le plus adéquat nécessairement pour exercer la représentation? D'un certain côté, oui. Et d'ailleurs, la critique constante que l'on fait de la démocratie, c'est effectivement de son côté électoral. Pas uniquement, mais principalement. Et donc, le processus électoral, c'est un mandat donné sans garantie. C'est un mandat donné sans garantie, mais qui engendre une sorte de défiance
par rapport à la politique, parce que ce mandat ne peut pas contrôler, n'est pas un mécanisme de contrôle effectif, et l'État est vu soit comme impuissant, ça nous en parlerons tout de suite, soit comme biaisé. C'est-à-dire, en d'autres termes, la logique interne de l'exécutif va privilégier certains au détriment d'autres, et ceci, non, je vous en prie, et ceci, ça va, et ceci va entraîner un biais. Et enfin, cette critique de la démocratie représentative électorale se manifeste par, et on le voit bien en Europe, et le danger est réel, par une montée du populisme au sens où il n'y a qu'à foutre tous les immigrés à la porte pour que la paix sociale et la justice puissent régner dans notre pays. Il n'y a qu'à arrêter, je ne sais pas moi, tous les eurocrates qui n'arrêtent pas de nous embêter. Il n'y a qu'à, c'est-à-dire cette espèce de solution simpliste qui nie la complexité du social. Alors ici, un tout petit détour. Oui, c'est ça. Un tout petit détour qui va nous amener à des logiques économiques et leur incidence sur la démocratie représentative électorale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes du contexte dans lequel ces démocraties fonctionnent? Moi, j'épingle 3 choses. Il y en a peut-être d'autres. La première, c'est que notre société démocratique fonctionne dans un contexte où les dynamiques technologiques et économiques deviennent de plus en plus contraignantes en tant que telles. Le développement technologique et le développement économique répond à une sorte de logique interne qui est spécifique à l'un et à l'autre, logique interne qui rend ces dynamiques extrêmement difficilement contrôlables. Première chose. Deuxième chose, c'est clair que nous vivons maintenant dans une société où la démocratie repose sur une dynamique économique et sociale qui de plus en plus est profondément marquée par les conflits, non seulement marquée par les conflits, mais des conflits qui envahissent, je dirais, la scène publique. Troisièmement, et ça, de nouveau, on le ressent bien, et c'est d'ailleurs un argument qui est utilisé par les oligarques pour justifier en partie leurs difficultés de remplir leur mandat, nous sommes insérés dans un réseau de contraintes économiques. Et ces contraintes économiques, et c'est ça qui est important, ce n'est pas le fait qu'elles existent, mais c'est le fait qu'elles s'imposent comme des lois rationnelles. C'est-à-dire, en d'autres termes, obéir à ces contraintes économiques n'est pas obéir à une irrationalité, mais on vous dit sans cesse, non, c'est par cette manière-là qu'on va pouvoir avoir une société ordonnée. Et donc, ces contraintes économiques, elles émanent d'où? Elles émanent évidemment de notre système d'économie de marché capitaliste, dont je ne vais plus vous refaire la description. Mais ce qui est important, c'est de voir d'abord qu'il y a un argument qui rend cette structure de marché complémentaire à la démocratie politique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ultralibéralisme. C'est tout simplement de dire les marchés eux-mêmes sont une procédure démocratique. Et dans ce sens-là, elle est complémentaire à la démocratie politique. Pour ceux qui connaissent un peu le truc, c'est l'ultralibéralisme de Hayek. Hayek, c'est les marchés sont une procédure de choix démocratique qui va d'ailleurs permettre de générer l'information pour que ces choix démocratiques puissent s'effectuer. Mais évidemment, les objections apparaissent immédiatement. La première objection, je l'intitule le royaume des marchés. Pourquoi? Parce que les marchés
ne sont pas nécessairement une réponse aux attentes démocratiques des gens. Ils ne sont même pas, d'une certaine manière, nécessairement une garantie de l'efficience et de l'efficacité de l'économique dans la société. Deuxièmement, l'échange marchand, certes, a une sorte de vocation d'universalité, mais cet échange marchand, d'une certaine manière, marque sa dominance de plus en plus par l'infinité, je dirais l'infini du développement de la logique marchande. Ce n'est pas de nouveau à vous, je crois, qu'il faut rappeler que maintenant, effectivement, la procréation est un enjeu marchand, la création artistique est en grande partie un enjeu marchand, etc., etc., etc. Il y a une sorte de tendance à ce que la logique marchande se développe à l'infini. Et dernière chose qu'il faut évidemment souligner, c'est que de toute façon, les marchés sont marqués par des rapports de force. C'est ce qu'on appelle l'imperfection des marchés. Les marchés ne sont pas cette espèce de logique du doux commerce, excusez-moi, hein, dont parlait entre autres Montesquieu. Hein, c'est Montesquieu qui est le premier à avoir énoncé cette idée du doux commerce. Non, ce n'est pas du tout ça, les marchés. Les marchés, ce sont des contradictions, ce sont des conflits, ce sont des rapports, ce sont des rapports de force, et dont la résolution passe souvent par la violence guerrière. Il suffit de se rappeler les luttes du colonialisme, mais aussi par l'arbitrage. Il faut arbitrer. Et les marchés ne savent pas s'arbitrer par eux-mêmes. Et donc la place résiduelle du politique dans cette optique, c'est que le politique est d'une certaine manière celui qui doit régler ce que j'appelle les dommages collatéraux de la guerre économique. S'occuper des dommages collatéraux et bien sûr s'occuper du patrimoine commun de la société qu'il faut gérer. Alors ici, je vais passer très vite parce que sinon le temps va me manquer. C'est de là, c'est à la source, je dirais, de cette faillibilité de la démocratie représentative électorale que naît le malaise profond de la démocratie. Ce malaise qui est ressenti au niveau du vécu des gens. Risque à incertitude, isolement de l'individu, logique d'exclusion, inégalité, croissance, absence de réelle équité intergénérationnelle, et vous pouvez évidemment mettre tous les exemples possibles là derrière, des solidarités qui deviennent principalement défensives et pas constructives. Tout ceci sont, je dirais d'une certaine manière, les conséquences, mais aussi les causes, parce qu'elles engendrent un processus cumulatif, de la défiance par rapport aux politiques et de la crise de la démocratie représentative libérale. Donc on assiste maintenant à une sorte, je le pense vraiment, de désintégration du vivre ensemble. Ce qui est en train de se passer, vous vous rappelez le graphique avec le vertical et l'horizontal, c'est une hypertrophie de plus en plus grande de la structure d'autorité et du lien vertical. Et cette hypertrophie engendre une détérioration croissante de l'autre axe, la volonté du vivre ensemble, le sens de la communauté, c'est-à-dire la désintégration croissante de ce que Ricoeur appelait le lien horizontal. Alors, comment essayer, je dirais, de résister à cette logique qui semble s'imposer à nous, nous marquer de plus en plus? Alors, je cite Jean Monnet parce que c'est vrai qu'on peut dire ben oui, il faut recréer des solidarités spontanées. Et loin de moi de dire que ce n'est pas important. Hein. Il faut que l'organisation spontanée des individus dans les collectivités recrée progressivement, par une sorte de maillage, ce lien social qui est en train de se détruire. Dans un papier que j'ai écrit il y a quelques années, je disais
d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle la démocratie organique, celle qui naît spontanément de la vie sociale. Mais, et Jean Monnet nous le rappelle, rien, bien sûr, ne peut être fait sans les citoyens, mais rien ne peut durer sans des institutions. Et c'est cela que dans cette deuxième partie, nous allons explorer comment essayer de construire une démocratie économique et sociale. Donc les deux faces de la démocratie, ces deux faces qui s'articulent sur l'orthogonalité, excusez-moi, entre le lien vertical et le lien horizontal, c'est ce que j'appelle d'une part la démocratie des intérêts, on en a parlé, qui s'incarne dans la démocratie représentative électorale, et d'autre part ce que j'appelle, j'ai encore des doutes sur si cette appellation est une bonne appellation, ce que j'appelle la démocratie des convictions. La structure verticale, c'est celle qui va devoir gérer l'inévitable conflictualité des intérêts dans toute société, tandis qu'au contraire, la démocratie représentative, participative, la démocratie des convictions, va être au contraire celle qui va donner le moyen et l'expression aux citoyens d'essayer de reconstruire ensemble le sens du vivre en commun, mais pas en discutant d'enjeux philosophiques, non, au travers d'une confrontation de leur vécu. Donc, il ne faut pas croire, et c'est pour ça que j'ai des doutes, il ne faut pas croire que les convictions ne sont jamais à l'œuvre dans la démocratie représentative électorale. Bien sûr qu'elles sont là, mais elles sont en arrière-plan, je dirais non exprimées. Ce qu'on veut gérer, c'est résoudre des conflits. Par contre, la démocratie des convictions, bien sûr, elle est aussi marquée par des logiques d'intérêt, c'est clair. Mais cette logique d'intérêt ne passe pas au premier rang avant les convictions, c'est au contraire un processus dans lequel, au travers des confrontations et des tentatives de rapprocher les convictions différentes, que l'on essaye de résoudre des problèmes très concrets particuliers. Alors, vite un petit mot, parce que je trouve que c'est important, à chacune de ces formes démocratiques, d'une certaine manière correspond ce qu'on pourrait appeler l'équilibre du politique. L'équilibre du politique, alors bien sûr l'entente, c'est la démocratie organique, dont évidemment la cellule première, c'est la famille. Dans une famille, pour qu'une famille fonctionne bien, on s'entend bien. Les parents s'entendent bien avec leurs enfants. Dans une démocratie qui est beaucoup plus une démocratie des intérêts, eh bien c'est l'accord. C'est le compromis. On essaye de trouver un accord entre des oppositions d'intérêts. Tandis qu'on pourrait dire que dans le cadre d'une démocratie des convictions, l'équilibre politique de cette démocratie, c'est le consensus. C'est quand on se dit, certes, on a des conceptions de la vie bonnes différentes, certes, on a des conceptions de la vie sociale différentes, mais on peut ensemble vivre avec ces convictions différentes, les faire évoluer, les transformer et, à la limite, les faire converger. Alors, la démocratie des convictions, c'est quoi? Sur quel type de légitimité va-t-elle reposer? J'aime beaucoup l'approche que Pierre Rosanvallon fait de cet aspect-là, de la démocratie, je dirais, plus participative. C'est d'abord une démocratie des convictions, doit permettre le déploiement d'un collectif représentatif. La logique représentative est toujours à l'œuvre, mais entre guillemets égalitaire et autonome. Qu'est-ce que je veux dire par égalitaire? Chacun, avec tout son vécu, ses convictions, son histoire, arrive d'une certaine manière dans l'enceinte démocratique où il va confronter ses convictions et les intérêts aussi qui sont liés à ses convictions, mais il va le faire
en traitant l'autre face à lui d'égal. Ce n'est pas parce que j'ai une conception de la vie bonne différente de la vôtre que je dois me considérer comme supérieur parce que j'ai, je dirais, la vraie raison d'avoir cette conviction. Non, il n'y a pas de vraie raison dans l'espace des convictions. L'espace des convictions, c'est un espace d'argumentation et de délibération. Et donc, il y a d'abord une légitimité d'impartialité. Nous sommes tous sur le même pied, avec nos convictions et nos intérêts différents. Il y a une légitimité de proximité. La manière dont la démocratie des consensus doit essentiellement fonctionner, c'est en étant proche de la collectivité et non pas par rapport dans cette séparation qu'implique la démocratie représentative électorale. Une légitimité de proximité qui, elle, enfin, permet une légitimité de réflexivité dans cette participation qui est mise en œuvre dans ces démocraties des consensus. Il y a évidemment la constitution d'un espace délibératif où on peut confronter les idées et résoudre des problèmes, des enjeux sociétaux au regard de nos convictions. C'est donc une légitimité de réflexivité. Alors, très sommairement, et pour la calquer sur le schéma précédent de la démocratie représentative électorale, voilà un peu comment pourrait apparaître une démocratie représentative, participative, expression de la démocratie des convictions. C'est d'abord une population structurée, base par exemple du tirage au sort. J'aurais dû mettre par exemple, parce qu'il y a d'autres manières aussi de constituer la base d'une démocratie représentative participative. Il y a par exemple la délégation. On pourrait concevoir la société civile sur base de son organisation intérieure, délègue à des personnes qui sont reconnues, par exemple, pour leur implication, pour leur sagesse, qu'importe, leur délègue une mission au sein d'une démocratie des convictions. Mais ici, j'ai parlé du tirage au sort parce que nous allons nous étendre sur cette question. Il y a une assemblée économique et sociale. Ce sont l'assemblée des tirés au sort. Et cette assemblée économique et sociale doit interagir avec le Parlement qui, lui, est issu d'une démocratie représentative électorale parce que, eh bien, il faut gérer les conflits. Cette démocratie-là est importante, mais il faut qu'il y ait une sorte d'itération et de dialogue entre les deux formes démocratiques. Et donc, la première relation, c'est une relation de neutralité et d'autonomie. L'Assemblée économique et sociale qui rassemble, par exemple, des tirés au sort, elle est autonome. Elle n'est pas mandatée, elle n'a pas un mandat spécifique. Et elle a cette espèce de neutralité, cette sorte de neutralité qui fait que chacun arrive en dehors de toute considération a priori d'orientation politique, chacun arrive avec ses convictions et ses convictions et ses valeurs. Par ailleurs, l'interaction qu'il peut y avoir, qu'il faut organiser entre, excusez-moi, une démocratie électorale représentative et une démocratie de participation, de conviction, c'est qu'il faut qu'il y ait délibération entre les deux, il faut qu'il y ait conciliation entre les deux. Ces deux manières, si vous voulez, de faire fonctionner la démocratie peuvent engendrer des situations de contradiction, des situations de conflit. Donc il devra y avoir nécessairement des procédures de conciliation et ces procédures de conciliation devront reposer évidemment sur des logiques d'information entre les deux types de démocratie.
Alors, voilà donc la forme que pourrait prendre une démocratie des convictions ou une démocratie représentative, participative. C'est d'abord une assemblée. Et comment fonder, comment constituer cette assemblée? J'y faisais allusion il y a quelques minutes. Ça peut être, par exemple, par délégation, à partir des logiques de la société civile. Ça peut être un tirage au sort, c'est-à-dire, en d'autres termes, une loterie. Loterie sur des bases à définir, nous allons y venir. Ça peut être un système mixte. Et ces compétences de cette assemblée, et ça c'est très très important, elles sont évidemment délibératives, et nous verrons que ça implique l'existence de commissions à la fois permanentes et de commissions ad hoc. Elle doit avoir un pouvoir législatif. La démocratie des convictions et la démocratie participative ont les mêmes droits d'initiative législative que la démocratie représentative électorale. Il n'y a aucune raison de les nier. Et enfin, cette démocratie représentative participative va se voir aussi attribuer d'une certaine manière une fonction de contrôle de ce que la démocratie représentative électorale prend comme décision, la manière dont elle les prend, les éventuels biais qu'on pourrait trouver dans cette prise de décision. Alors, conçu comme ça, est-ce que cette assemblée économique et sociale ne risque pas de se voir confrontée à des dangers et des limites réelles? Premier danger, le populisme, j'y faisais allusion tout à l'heure, ou encore l'extrémisme. Qui vous garantit que, par exemple, le tiré au sort, ou qui vous garantit que par un mécanisme approprié, la société civile délègue des personnes pour être membres de cette assemblée, que ces personnes ne vont pas, par des espèces de mécanismes pervers, reproduire des logiques populistes, reproduire des logiques extrémistes. Il est intéressant de voir que les partis qui sont les partis les plus extrêmes font très souvent, excusez-moi, appel justement à retourner à la communauté populaire initiale, font appel au peuple. C'est un danger. Est-ce que ce danger peut être évitable? Je le pense bien, nous allons le voir plus tard. Je vais plus vite, la paresse du passager clandestin. Ça, c'est le truc typique. Vous tirez au sort X, Y et Z, et Y se dit, je laisse faire le boulot par X et Z, et néanmoins, j'ai tous les avantages qui peuvent être liés à cette participation. L'incompétence et le pinaillage. Ça, c'est l'argument passe-partout classique, c'est de dire une assemblée qui n'est pas d'emblée structurée par des logiques politiques ne peut faire que pinailler. Tiens, j'ai perdu mon petit dessin. J'avais un très beau petit dessin avec une foule, avec le type au milieu qui demande à la foule, dans le fond, et de quoi est-ce qu'on va parler, hein? C'est-à-dire quelque chose de non structuré, d'amorphe. La capacité décisionnelle, même logique, les particularismes divers. Hein. S'il y a, au travers de cette constitution de l'Assemblée, peuvent apparaître des logiques très conflictuelles. Moi, je suis un Breton, par exemple, hein, et je ne considère pas être un Breton comme étant une conviction et une valeur. Je considère que d'être Breton, c'est avant tout défendre des intérêts conflictuels par rapport à d'autres qui pourraient être beaucoup plus, avoir une conviction plus centralisatrice. Qui va rendre des comptes? À qui va rendre des comptes cette Assemblée? Est-ce que cette Assemblée sera nécessairement plus imperméable aux logiques d'intérêts particuliers représentées par les lobbies?
Je pense que oui, en partie parce que les lobbies auront beaucoup plus de difficultés à maîtriser une assemblée qui est directement issue, je dirais, du tissu social, qu'une assemblée représentative électorale qui est issue déjà, je dirais, d'une structure qui est la structure des partis politiques. Et enfin, évidemment, je pense à l'initiative citoyenne européenne ou encore le G1000, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, les coûts de fonctionnement de ce type d'initiative participative sont très souvent élevés et comment les maîtriser. Et donc de l'importance de l'apprentissage, de l'importance de l'information et surtout de l'importance de la transparence dans le fonctionnement de cette Assemblée économique et sociale. A-t-on toujours besoin à côté d'elle d'une démocratie électorale? Oui, j'en ai suffisamment parlé pour avancer. Quelle sera l'architecture institutionnelle type d'une société qui est structurée à la fois selon une logique participative et délibérative et une logique de gestion des intérêts? Le Parlement, le lieu de la verticalité et de la structure d'autorité au sens strict, l'Assemblée économique et sociale qui, lui, repose sur cette logique participative, une Cour constitutionnelle qui doit être toujours l'ultime recours des citoyens, aussi bien par rapport aux décisions de l'une qu'aux décisions de l'autre. J'ai toujours trouvé d'une certaine manière étonnant, et il faudra réfléchir là-dessus parce que tout ceci est exploratoire, évidemment, pourquoi n'y a-t-il pas une véritable Cour suprême, ni en Europe ni dans les pays européens, un peu à l'image de la Cour suprême des États-Unis. Un comité d'arbitrage et de conciliation, gérer l'interaction entre les deux mécanismes, forcément un exécutif, un gouvernement, une logique de direction, et enfin, et il ne faut pas croire que c'est simplement une petite ajoute dans le système, une Cour des comptes. Car une Cour des comptes est quand même un instrument extraordinaire pour déceler les insuffisances, les incohérences, le manque de clarté dans les décisions qui sont prises au travers de l'une comme de l'autre logique. Vous êtes au courant du dernier rapport de la Cour des comptes en France qui vient de sortir et qui est un très bel exemple de ce que je viens de vous dire. Je passe ceci, je crois que ça reprend des choses que nous avons déjà dites, et maintenant essayons d'appliquer ces deux principes, ces deux logiques du politique dans le cadre des institutions européennes. Je rappelle très brièvement le projet européen comme idéal. Ce n'est pas capital, mais c'est de dire quand même qu'il y a un ensemble des valeurs qui soutiennent ce projet. Et il faudrait voir comment articuler justement les deux logiques représentatives en fonction notamment de cet idéal. Alors, la démocratie des convictions est-elle, je dirais d'une certaine manière, adéquate pour l'évolution du projet européen? Je pense qu'effectivement, elle est très importante. Elle est très importante pour au moins 4 raisons. La première, c'est qu'elle serait peut-être un moyen de mieux faire ressortir ce qui unit, d'une certaine manière, les citoyens européens dans leur diversité. Deuxièmement, ce serait peut-être un moyen par lequel on surmonterait peut-être mieux les clivages des États membres, les clivages nationaux, quoique de multiples contraintes vont s'exercer évidemment sur le fonctionnement de cette Assemblée. Ce sera une représentation qui sera quand même beaucoup plus populaire au bon sens du terme et proche du vécu des gens. Et c'est aussi
une représentation qui va ouvrir un espace délibératif. Et enfin, cette assemblée économique et sociale permettra une beaucoup plus grande ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire elle va interagir avec l'ensemble de la communauté européenne, si on peut l'appeler comme ça, et favoriser l'émergence d'une vraie culture politique européenne. Les institutions existantes, le Parlement, je vais très vite, vous savez qu'il est élu au suffrage universel, vous savez que la composition du Parlement reflète la structure des États membres, il y a une pondération qui est faite en fonction de la population des États membres. Ce qui est important, ça paraît un détail technique, 750 membres, ou 751 membres. Regardez le rapport entre l'électorat et cette expression de la volonté populaire qui passe par la démocratie électorale. 751 membres pour un électorat de 380 millions. À titre de comparaison, aux États-Unis, la Chambre des représentants, c'est 550 et des membres pour un électorat de 320 millions. On n'est quand même pas si loin, hein? Mais ça montre bien combien la représentation électorale de grands ensembles est une représentation qui, d'une certaine manière, est ténue. Ce qui est très important aussi, c'est que le Parlement européen n'a pas de pouvoir formel d'initiative législative. Donc le Parlement ne peut pas par lui-même faire démarrer un processus législatif. Il est obligé de passer par la Commission et par le Conseil de l'Union. Et son pouvoir législatif, c'est-à-dire celui d'approuver les décrets et les lois au niveau européen, ce pouvoir est partagé. Et il est partagé avec qui? Avec le Conseil de l'Union. Donc vous voyez bien que le Parlement européen est une institution démocratique représentative électorale, mais la représentation n'est pas facile par rapport à la grandeur de son électorat. Et deuxièmement, c'est une représentation qui, d'une certaine manière, est amputée d'un certain nombre d'instruments traditionnels que l'on retrouve dans la démocratie représentative électorale. Les mandats, vous voyez, sont de 5 ans. Ils sont renouvelables. C'est important aussi. Hein? La classe politique, l'aristocratie qui est née du processus électoral peut se reproduire. La grande majorité des élus s'articulent à partir des structures des partis politiques nationaux. Et d'ailleurs, au sein du Parlement européen, on ne parle pas d'État, on parle de groupes politiques européens, mais qui sont des agglomérats de partis politiques nationaux qui se retrouvent à avoir des similarités, des convictions identiques. Et enfin, ça c'est plus à titre indicatif, il faut savoir que ce Parlement, d'une certaine manière, comporte en lui-même un germe destructeur, j'appelle ça le ver dans le fruit, quand même 14% déjà des eurodéputés se déclarent ouvertement eurosceptiques. Et à la limite se déclarent d'une certaine manière pour une Union européenne qui n'aurait même pas l'incidence des institutions du type du Parlement européen. Alors, les désillusions par rapport à ces démocraties représentatives, là aussi je passe vite, elles sont bien connues, distance, complexité, autoritarisme, hein, on parle bien des eurocrates, envahissement, l'Union se mêle de tout, négligence, elle se mêle de tout, mais elle oublie, entre autres à cause du principe de subsidiarité qui parfois est appliqué de manière très maladroite,
Elle néglige un certain nombre de dimensions de la vie sociale européenne. Elle se fait dominer par l'économique. Elle est inspirée par, de nouveau, cette tradition du néolibéralisme. Tout ça est bien clair. Et voilà la complexité que cela donne du système actuel des institutions européennes. Alors, quand vous voyez l'interaction de toute la multitude de conseils, de comités, etc., le chemin est difficile à suivre. Mais je crois qu'il faut surtout retenir 3 choses. Premièrement, le Parlement européen ne peut que codécider, j'y faisais allusion tout à l'heure, avec le Conseil de l'Union européenne. Donc les 2 piliers législatifs, c'est vraiment un conseil d'aristocrates, c'est-à-dire les chefs d'État, et d'autre part, un Parlement qui lui-même a quand même très fort la tonalité d'une aristocratie électorale. Deuxième chose qu'il faut retenir, le rond là en dessous. 2 institutions qui sont centrales dans, je dirais, la dynamique socio-économique de l'Union sont des institutions séparées. La Banque centrale européenne n'a de compte à rendre à personne, qu'à elle-même. Certes, évidemment, il y a des contacts politiques entre la Banque centrale européenne et le Conseil et le Parlement, mais in fine, la Banque centrale européenne est indépendante comme l'est la Banque européenne d'investissement. Là aussi, il y a des contacts, on vient de le voir d'ailleurs. La Banque européenne d'investissement a accepté de financer en partie le projet de relance de l'Union européenne. Mais en soi, elle est totalement indépendante. Et enfin, dernière chose, il n'y en a pas 3, donc il y en a 4. Non, il y en a 3, excusez-moi. Dernière chose, regardez là, ici. Curieusement, se sont insérés dans cette logique institutionnelle complexe 2 comités. L'un s'appelle le Comité économique et social, l'autre s'appelle le Comité des régions. Alors, comme le temps va manquer, ça c'est un graphique que vous pourrez voir quand ce sera en ligne, c'est le taux de désaffection un peu compréhensible aux élections européennes devant la complexité de cette machine et l'opacité de la machine européenne, mais vous le verrez sur le fichier online. Mais ces 2 conseils, je vais encore passer ceci, ces 2 conseils, le Comité économique et social européen et le Comité des régions, traduisent quand même la volonté qu'ont eue les législateurs européens de créer 2 institutions qui, en fait, relèvent d'une logique beaucoup plus de proximité que ne serait celle du Parlement. Proximité à la fois parce que dans le Comité économique et social européen, ce sont, entre guillemets, les forces vives, comme on dit, de l'Union européenne qui s'y retrouvent représentées, mais toujours au travers de la grille des États membres. Je rappelle que les membres du Comité social européen sont nommés. Ils sont nommés par le Conseil de l'Union sur proposition des gouvernements. Les membres du Comité des régions sont de nouveau nommés par l'Union, par le Conseil de l'Union, sur proposition des gouvernements qui eux-mêmes utilisent la structuration régionale et les institutions régionales pour aller chercher ceux qui vont siéger au Comité des régions. Nous sommes, malgré cette espèce de volonté de proximité, nous sommes bien encore dans une logique très de, entre guillemets, particratie. 353 membres, groupe des employeurs, travailleurs, etc. Ça recoupe ce que je viens de vous dire pour le Comité économique et social européen. Le Comité des régions, tiens, aussi 353 membres, nommés par le Conseil, etc.
Et tiens, si je faisais l'addition 353 plus 353, ben ça fait 706, on n'est pas très loin de 751 du Parlement. Et donc la question que je pose immédiatement, c'est pourquoi ne pas fusionner ces deux comités en une assemblée représentative, délibérative et de proximité, et donc en lui donnant un mode de composition, une pratique, si vous voulez, de délégation qui est différente de celle qui a présidé à la constitution de ces deux comités. Alors, comment pourrait se constituer cette assemblée? Je m'excuse infiniment d'une diapo qui est totalement indigeste et probablement à moitié lisible. Je vais en faire ressortir ce qui, pour moi, est l'essentiel. Cette assemblée, pour moi, doit avoir le même nombre de représentants, de membres, que le Parlement européen. C'est symbolique, mais important. Il faut que ces deux assemblées aient, entre guillemets, la même taille. L'une ne pourra pas se prévaloir, à cet égard, d'une meilleure représentativité que l'autre. Je propose effectivement de recourir à une logique de tirage au sort. Je vous avoue, avec beaucoup d'état d'âme. Mais cette logique de tirage au sort, qui consisterait donc à organiser un tirage au sort sur base du fonctionnement des États membres, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, il faut des institutions relais, a au moins l'avantage de créer une sorte d'assemblée de citoyens potentiellement européens, parce que le Tchèque, le Polonais, le Belge, etc., vont devoir se confronter, mais se confronter en dehors de toute logique de particratie politique, et vont devoir se confronter non pas comme une sorte de citoyens lambda de l'Union européenne, mais comme des gens qui viennent avec leurs expériences vécues, leur conception de vie, leur vision de ce qu'est le futur de l'Union européenne. Alors, oui, évidemment, cette loterie doit être organisée sur base, évidemment, de la population d'âge électoral, mais elle doit recouper l'ensemble de cette population d'âge électoral. Alors, à ce stade-ci, il y a aussi une autre question qu'il faut se poser, et j'en parle un tout petit peu plus loin, mais je vais le faire tout de suite pour gagner du temps. Ce tirage au sort doit quand même se poser une question de la nature de la représentativité qu'il cherche. Est-ce que cette nature de la représentativité doit essentiellement suivre une logique de représentation? Et alors c'est simple, effectivement, il faut tirer au sort de manière indifférenciée au niveau des États membres, parce que je crois que cette pondération est indispensable au niveau européen, ou bien est-ce que la représentativité doit être d'une certaine manière une représentativité de participation en fonction d'attributs que l'on estime très importants à devoir prendre en considération. En d'autres termes, est-ce qu'il faut tirer au sort sur l'ensemble de la population ou séparément entre les hommes et les femmes? Question. Il faut bien voir que la logique devient, d'une certaine manière, extrêmement différente. Parce que, à partir du moment où vous différenciez ce sur quoi vous allez effectuer le tirage au sort, d'une certaine manière, vous introduisez une sorte, non pas de logique de mandat, mais une sorte de logique de représentation différenciée. Les femmes vont se sentir investies d'une représentation du corps féminin à partir du moment où il y aurait cette distinction, et donc par définition, une représentation qui pourrait être différenciée. On pourrait dire il faut la moitié de femmes
et la moitié d'hommes au sein de l'Assemblée économique et sociale, ou au contraire, on laisse ça de manière aléatoire s'exprimer au travers d'un tirage électoral sur l'ensemble de la population, sans distinction a priori du nombre de représentants que cela pourrait donner. Une dernière chose, et puis on va passer parce que je dois terminer. Une dernière chose, comment est-ce qu'une telle assemblée pourrait fonctionner? Alors, vous verrez dans sur le fichier qui sera mis en ligne, une description déjà assez précise du mode de fonctionnement. Je veux simplement mettre en exergue deux choses. Première chose, cette assemblée, évidemment, va tenir des sessions, comme le Parlement. Elle va s'appuyer sur le travail interne de deux types de commissions. Les commissions permanentes seront les commissions qui vont avoir des compétences en matière de sélection des projets de discussion. S'il y a un groupe au sein de l'Assemblée économique et sociale qui souhaite, par exemple, discuter d'une possible sécurité sociale européenne, de ce qu'elle devrait impliquer, des institutions qu'il faudrait mettre en œuvre, de quelles garanties les citoyens européens comme citoyens européens devraient avoir. Toute la discussion, par exemple, du salaire minimum européen. Eh bien, il y aura une commission permanente qui décidera, selon la formulation de l'initiative et de la proposition d'examen, décidera si elle est appropriée, si elle doit être reformulée, dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas demander au commissaire européen qui relève de cette compétence de venir parler à la Commission, etc., etc. Une fois que la proposition d'examen est adoptée par la commission permanente, elle est soumise à l'Assemblée plénière qui décide, oui, on y va. Et le processus législatif peut commencer. Ce processus législatif sera en fait pris en charge par une commission ad hoc, la commission est-ce qu'il faut avoir un SMIC européen, et peuvent être membres de cette commission sur une base qui est évidemment arbitraire, à la limite du premier venu, premier servi, tous membres de l'Assemblée. Donc la composition de la commission ad hoc n'est en rien prédéterminée par rapport au sujet qu'elle va traiter. Première chose que je veux en mettre en exergue. Deuxième chose, c'est que si le processus législatif aboutit à une décision positive de l'Assemblée, cette proposition législative doit, je dis bien, doit être transmise immédiatement au Parlement. Et alors, quasi en suivant l'actuelle procédure entre le Conseil de l'Union et le Parlement, qui, c'est vrai, est une procédure complexe par de lectures successives et introduction d'amendements successifs, cette même procédure pourrait être appliquée entre l'Assemblée économique et sociale et le Parlement, avec bien sûr un instrument qu'il faut avoir, c'est-à-dire une commission de conciliation. Exemple de commission thématique, éducation et jeunesse, recherche et innovation, environnement, ressources naturelles, citoyenneté, gouvernance et justice, qu'importe, ce sont des propositions qui sont totalement exemplatives, mais j'ajoute qu'il y aura une commission permanente d'une importance qui, à mes yeux, est capitale, c'est celle qui sera chargée d'analyser le travail du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Excusez-moi de l'expression, ça ne va pas être de la tarte. Mais par des mécanismes qui doivent être définis pour
régler, je dirais, les rapports entre l'Assemblée et les autres instances politiques européennes, il est possible d'organiser ce travail. Le nombre de membres, tout ça, hein, la logique délibérative, je vous en ai parlé en 2 mots. Et donc, nous avons une nouvelle architecture d'ensemble qui, dans l'état actuel des traités qui doivent être modifiés pour y inclure cette Assemblée économique et sociale, ce serait non pas du bicaméralisme, mais d'une certaine manière du tricaméralisme. Je vais y arriver. Le Conseil de l'Union, l'Assemblée européenne, je l'appellerai comme ça parce que je trouve que Parlement européen et Assemblée européenne, et le Parlement lui-même. Quand on y réfléchit un petit peu, on pourrait dire que ça a des connotations historiques. En fait, le Conseil de l'Union, n'est-ce pas un peu la chambre des lords, hein, dans la démocratie anglaise? Le Parlement, ben, c'est un peu la Chambre des représentants. Et on y ajoute cette nouvelle institution dont la logique de fonctionnement est orthogonale, je dirais, par rapport aux 2 autres, on y ajoute une Assemblée européenne beaucoup plus participative et beaucoup plus délibérative. D'accord? Obstacles et dangers. Tout de suite, on va dire que c'est impossible, parce que ça exige une réforme des traités. Deuxièmement, c'est quasiment impossible, parce que ça nécessite la collaboration des États membres qui sont évidemment très soucieux de garder le Conseil de l'Union comme instance législative. Ça va amener à la paralysie des institutions. Vous avez vu le schéma avant, c'est déjà quelque chose de monstrueux. Je crois que l'argument peut être largement discuté. Ça va créer une sorte d'anomie au sens où, à cause de la complexité du processus, il m'a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est d'autant moins possible que la différence de culture politique, les différences de culture tout court, je pense à mon ami Philippe Van Parijs, qui est très sensible à ce qu'on pourrait appeler la justice linguistique. Vous vous rendez compte, hein, le fameux problème des interprètes. Tout ça, ce sont quand même des obstacles concrets dont il faudra prendre compte pour faire fonctionner le système. Et enfin, il y a les eurosceptiques qui seront les adversaires les plus acharnés de la constitution d'une Assemblée européenne telle que je l'ai décrite, parce que c'est un pas évident, quoique en partie caché, vers la constitution d'un vrai fédéralisme européen. Et voilà, conclusion. À l'évidence, c'est utopique. Mais il ne faut pas craindre les utopies. C'est une utopie qui, à mon sens, pourrait être mobilisatrice et, à mon sens, pourrait être en tout cas un sujet de débat important au sein de la société civile européenne. Et donc de la nécessité de définir pour cette société civile une stratégie, je dirais, pan-européenne pour faire avancer le schmilblick. Merci de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Pardonnez-moi pour le caractère un peu chaotique.